Welcome, my fellow brothers, on Rival Hammer. Eh bien, bonjour à tous, mes très chers ruralistes, salut à tous et bienvenue sur Rural Hammer. Je suis Brother Maxou et j'étais en manque de podcast. Il n'y en a pas eu pendant 3 semaines, il me semble. Depuis le monde nécropole, rien à signaler et surtout absolument pas de temps à accorder à une émission. Mais là, j'en profite. J'ai une soirée de libre. Et il y a une gazette toute fraîche qui me tombe dans mon petit bec. Voilà, ça coule tout seul. On est au lendemain d'un événement Warhammer assez décisif. Donc, c'est le moment ou jamais pour une petite gazette, une petite émission facile comme tout, mais que vous avez toujours plaisir à retrouver, mes très chers amis. Bon, tout d'abord, un petit mot sur le climat. Chirac disait que notre planète brûle et que nous regardions ailleurs. Eh bien, désormais, notre planète brûle et nous la regardons brûler. On va voir ça de très très près. Malheureusement, on va voir notre monde brûler et tous les impacts monstrueux que ça va avoir. Cette parenthèse caniculaire, là, récente, elle a été extrêmement douloureuse pour tout le monde, je pense. Ça a été vraiment très très difficile. Moi, j'étais en balade avec ma chérie à Fontainebleau. On a bien morflé et finalement ces petites vacances, elles n'auront été qu'une suite de plans B, une suite de plans de secours. Le programme, c'était de faire des jolis randos en forêt. La forêt, elle était carrément fermée. Hop, fermée au public. Et de toute manière, pour avoir essayé quand même un petit peu, même la sacro-sainte forêt, sa fraîcheur naturelle, tout ça ne fonctionnait plus. Aucun vent de fraîcheur n'émanait de ces arbres tout secs. Donc, ça devient vraiment chaud. Ça devient vraiment chaud. On va pas se mentir. Désormais, nos élites s'emparent du sujet en se demandant mais où est-ce qu'on va en mettre en urgence des climatiseurs. Ouais. En gros, c'est comme coller des petits morceaux de sparadrap sur la cicatrice malédictum, les gars. Il est tout simplement trop tard. C'était, à vrai dire, presque trop tard lors de la COP 21. Cette espèce de réunion mondiale, elle représentait, du moins pour moi, c'est mon avis, elle représentait à l'époque quelque part une forme de dernier rempart. C'était le moment d'agir une bonne fois pour toutes. Ils ont pris la décision, ils ont acté ce qu'on appelle maintenant la croissance verte. Donc il y avait plusieurs options à ce moment-là. C'était soit la décroissance, produire moins, produire mieux, parce qu'on vit sur un monde avec des ressources finies, et donc se baser sur un modèle de croissance infinie, c'est absolument incohérent et ça ne peut nous mener que dans le mur. Donc c'était soit la décroissance, soit la croissance verte. Et ils ont choisi naturellement la croissance verte. Ça a été une décision mondiale. Donc eux, ils se sont applaudis, les mecs. Tous les grands dirigeants, tous les grands patrons de multinationales se sont applaudis mutuellement, alors qu'on avait même refusé l'entrée à, par exemple, des aborigènes. Je me souviens en fait des interventions du Cacique Raoni, à qui on avait interdit la tribune devant tous les grands dirigeants de ce monde. J'ai suivi ça de près parce que tout simplement, je bossais sur cet événement. Bon, il est trop tard. Il est trop tard, donc désormais nous allons regarder notre monde brûler, mais l'espèce humaine dispose d'une certaine résilience naturelle pour s'adapter tout simplement. Ça va pas être un cadeau. Ça va pas être un cadeau. Et pour ma part, j'ai franchi le cap des 40 balais. Moi, je pense surtout aux enfants. Aux enfants qui vont devoir apprendre à vivre dans cette fournaise. C'est un constat très amer. Mais à vrai dire, moi, ça fait longtemps que c'est amer. À partir de la COP 21, je me suis dit, clairement, c'est foutu. On va avoir droit, en fait, à un monde qui brûle. Là, cette fois, on l'a vu de près.
On l'a vu de près, les gars. Bon, je m'arrête là un peu pour la petite parenthèse politique, mais il fallait quand même que j'en parle. C'est tout simplement mais stupéfiant de bêtises ce qui est en train de nous arriver à tous. Et bah, vous comme moi, malheureusement, sommes tout à fait impuissants. Et ce ne sont pas nos petits gestes du quotidien qui vont y changer quelque chose. Cette décision-là, elle aurait dû être mondiale ou rien, en vérité. Donc bah, c'est acté. On va avoir chaud. On va avoir véritablement très 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 chaud. Et donc pour embrayer sur la partie news, après tout nous sommes dans une gazette, je me suis un peu égaré. Du côté du podcast, y a rien, hein, comme vous avez pu le noter. Je suis tout simplement beaucoup trop occupé ailleurs, notamment concernant l'organisation d'événements. Du côté du podcast, il y a quand même beaucoup de lore à venir. C'est en cours d'écriture, mais bon, j'y vais de temps en temps, je furette un petit peu. Voilà, côté podcast, rien de neuf pour le moment. On prépare les événements, il y a des événements qui ont bientôt lieu. On reprendra le petit cours traditionnel des émissions par la suite. Par contre, il y a une nouvelle quand même importante, c'est que je vais devoir décaler le Blood Bowl Challenge. Annoncé pour une mise à l'épreuve fin juin, je vais devoir la décaler à fin juillet. Même en cours de juillet, ce ne sera pas possible pour moi. Il y a tout simplement beaucoup trop de choses au planning. Donc rendez-vous fin juillet. Je vous annoncerai la date en temps voulu pour la petite émission sur Twitch, le Blood Bowl Challenge. Donc si vous étiez en train de peindre du Blood Bowl et que vous êtes à la bourre, profitez de ce petit mois supplémentaire pour mener à bien vos petits projets. Mais bon, vous pouvez quand même d'ores et déjà m'envoyer vos travaux si vous les avez finis. Quelques photos accompagnées d'un petit texte de lore ou un petit texte explicatif si nécessaire. Je vous rappelle que pour ce Blood Bowl Challenge, il n'y avait pas d'exigence de peinture récente. Si vous collectionnez les équipes Blood Bowl depuis 30 ans, je suis preneur. On veut voir tout simplement de l'équipe Blood Bowl en masse. Donc, n'hésitez absolument pas. Donc rendez-vous fin juillet pour le Blood Bowl Challenge. Cette fois, il aura lieu. Du côté de l'association Rural Hammer, cette fois, donc je vous le rappelle, une association à laquelle vous pouvez adhérer moyennant 10 € par an. Ça se passe sur Hello Asso. Vous trouverez tous les petits liens nécessaires dans les descriptions YouTube, par exemple, et ailleurs. Du côté de l'association, pas mal de trucs à dire. Déjà, la première assemblée générale a eu lieu, donc du coup, avec la rédaction de tous les petits documents qui vont bien. Cette assemblée générale, elle a été en partie filmée. Vous pouvez trouver ça sur YouTube, ou c'est tout simplement un facecam de ma part. Hein. C'est le petit discours du président en pleine apéritif ensoleillé. N'hésitez pas, c'est assez rigolo. Donc première assemblée générale, c'était très bien. Il y a eu des pistes d'amélioration, il y a eu des idées pour la suite. Excellent. Donc je vous transmettrai sans doute le petit document officiel plus tard. Il faut que je finisse de le rédiger. Autre petit événement récent s'est déroulé fin mai, le Rural Spring Ball, une petite kermesse Blood Bowl qui était en plein milieu d'une fête au village, une fête au village organisée par Cédric de l'Oiseau Jeu, la petite association de jeux voisine. Eh bien, on s'est absolument bien marré, c'était tout simplement bonne ambiance, il a fait super beau, on buvait des coups, on jouait à Blood Bowl. Bref, rien à signaler pour cette toute petite réunion Super Warp, au demeurant très sympathique, et ça fait du bien parfois des événements de plus petite envergure. Donc excellent, et gros bisous à tous ceux qui sont passés nous voir. En événement imminent, il y a le Rural Summer Break. C'est ce week-end, le Rural Summer Break, les gars. Donc, si je devais dire un petit mot sur l'orga, l'écriture, l'inflation également, et le menu, sachez que tout se passe bien du côté orga. Ma petite team, composée de la Minute Warp, le Professeur KO et République de chez Landrider, a bien travaillé. On est quasiment bon, en fait, sur la partie mission, objectif et scénario de Warhammer 40 000. Du côté des autres jeux, les choses sont beaucoup plus simples, mais en tout cas, je suis content. On a pas mal de monde sur Mordheim, on a pas mal de monde sur Blood Bowl. Didier Deschamps Magnétique et Brezios vous préparent une table de folie pour Warcry. Là, à mon avis, ce sera la table qui sera plus dédiée aux PNJ et aux bénévoles qui m'aident sur cet événement, parce que ce sont des parties assez courtes. Donc, entre deux séances d'épluchage de patates, nul doute qu'il y aura du Warcry. En tout cas, ils nous préparent une table
de folie ces petits zinzins. Donc tout roule pour le Rural Summer Break. Moi, à partir d'aujourd'hui, là, lundi 29 juin, je passe à plein temps sur la tenue de l'événement. Il y a beaucoup à faire, ça va être une grosse semaine de boulot, mais le Rural Summer Break va se dérouler les 4 et 5 juillet. Le samedi, la salle sera ouverte à partir de 9h, surtout si vous avez des choses à installer, et l'ouverture officielle se fait à 10h. Donc il y aura tout ce qu'il faut pour le petit déjeuner, ne vous en faites pas. Donc j'ai bien hâte de vous retrouver ce week-end. Je pense qu'on va bien se marrer, même si là encore, il risque de faire assez chaud. Je vais prévoir quelques dispositifs rafraîchissants, n'ayez crainte. Autre événement non Tupperware cette fois qui vient de se dérouler, pas plus tard qu'hier, c'était l'anniversaire My Hobby Place. Un anniversaire qui du coup a lui-même subi les foudres de la canicule, en fait en décalant ses horaires de tenue. Donc on est passé sur du 8h, 14h, donc tout le monde s'est levé un petit peu à l'aube, ça a été une nuit très courte, on dort très mal en ce moment. C'était super sympa, j'étais bien content de retrouver des têtes bien connues, ainsi que évidemment rencontrer les créateurs de contenu que j'aime bien. Donc naturellement, j'ai beaucoup parlé avec Will, avec Vincent de Planet Wargame, avec Diffus, avec Vatsec, avec lequel on a bu des coups en petit after au soir, c'était très sympa. Bref, un événement tout à fait convivial, où vous êtes nombreux à être venus me parler. Ce que j'appelle généralement les auditeurs de l'ombre, ces auditeurs qui n'ont pas de pseudo, qui n'ont pas de Discord. Ça m'a bien fait plaisir, une fois de plus, de rencontrer certains d'entre vous pour discuter de choses et d'autres, et puis à chaque fois je ne peux que vous remercier pour vos éloges, contrairement à mon entre guillemets travail. Ça fait toujours plaisir quand même, quelques petits compliments, on va pas se mentir, je ne suis pas meilleur qu'un autre à ce sujet. Donc gros bisous à tout le monde, à tous ceux avec qui j'ai pu discuter. J'étais très content de croiser Bone Singer, j'étais très content de voir Raph et Kova également, que je n'avais jamais vu en vrai. Bref, c'était cool. J'ai revu Mélo, j'ai revu tout le monde, quoi. Vincent et Timmy, ça c'était vraiment un privilège de causer en votre compagnie. Excellent, après tout, Vincent c'est un peu le président du jeu narratif en France, donc ça fait quand même bien plaisir de rencontrer ceux qui jadis ont pu m'inspirer et pourquoi pas me décider à me lancer dans la fosse au lion. En tout cas, l'événement a été un franc succès, il y a eu beaucoup de monde. Le choix de l'horaire décalé au début, je me suis dit, putain, les mecs, ils vont se tirer une balle dans le pied, ils vont perdre 50% des visiteurs. En vérité, pas du tout. Je pense que tout le monde a joué le jeu. Et tout le monde a joué le jeu de la fraîcheur. Et c'est vrai que c'était plutôt appréciable de passer, en fait, ce moment encore loin des foudres, des cieux, quoi. Donc, très bon événement. C'était pas mal organisé, tout ça. Donc, big up à vous, My Hobby Place. Merci pour tout le travail, en fait, que vous accomplissez. Et merci également de nous soutenir, nous autres créateurs de contenu. Ce que vous faites, c'est quelque part du mécénat envers nous, en fait, qui aimons causer de hobby à toutes les sauces et sous toutes les coutures. Donc vraiment excellent. C'était un très bon samedi, je ne regrette pas d'avoir fait le déplacement, même si mes vacances ont été un peu perturbées par les cieux. Ce petit événement a bien relevé le niveau, c'est vraiment très beau, quoi. N'hésitez pas en tout cas à aller faire un tour dans ce coin-là à l'occasion pour quelques jours de balade, parce que du côté de la Chapelle-la-Reine, gravite en fait plein de petits villages. On est en plein dans le Gâtinais français, qui est une région vraiment très verte, très belle, vraiment tapissée de forêts naturellement, dont celle de Fontainebleau qui est un véritable joyau. Mais il y a plein de petits trucs sympas à faire par là-bas. C'est un peu du côté de Milly-la-Forêt, c'est un peu la capitale des herbes aromatiques, des huiles essentielles, etc. Donc il y a beaucoup de trucs sympas à visiter. C'est également la ville où a résidé Jean Cocteau, dont vous pouvez visiter la maison. Vous pouvez également visiter la chapelle des Simples où il a été enterré. Bref, beaucoup de choses très cool en fait dans ce petit coin de France très vert. Vraiment, n'hésitez jamais à aller y faire un petit tour, une petite balade, des petites vacances avec votre chérie, et même si vous avez des enfants, il y a plein de trucs taillés sur mesure pour eux. Donc définitivement un très très beau petit coin.
Et je vais embrayer maintenant sur les réunions Tupper Warp à venir. Et là, je n'en suis pas peu fier. On est sur de la réunion Tupper Warp qui s'annonce assez exceptionnelle. La première d'entre elles, ça s'appelle Marcheroux 40 000. Ça aura lieu le 29 août, toute la journée, et même, à mon avis, toute la soirée. Et ça se passe tout simplement dans une abbaye. Donc, l'abbaye de Marcheroux, c'est une abbaye qui est en cours de rénovation, hein, qui se trouve sur un terrain privé. Sur des terres agricoles. Donc c'est juste à côté de chez moi, donc vous ne serez pas dépaysés, hein, c'est juste à côté de la Ville-Tertre. Et c'est un lieu que je suis très très content en fait. Je suis très heureux de pouvoir vous en ouvrir les portes parce que là, on va jouer à Warhammer, mais pas comme les autres quoi. Donc à mon sens, c'est la première fois que ça a lieu. Moi, c'était un peu mon ambition, c'était d'investir des lieux d'obédience historique, culturelle, patrimoniale. Là, c'est le premier volet, je pense, d'une série qui s'annonce assez longue. Une série, en fait, d'événements Wargame où on va visiter des lieux assez emblématiques, des lieux chargés d'histoire. Et là, concernant l'abbaye de Marcheroux, on va guerroyer dans une abbaye vieille de 1000 ans, hein, les mecs. Donc, je suis très content. Donc, le lieu va être réaménagé un petit peu et nettoyé pour l'occasion. Et le programme, il reste encore à définir. Je pense que ce sera du Warhammer 40 000 V11, tout simplement. Et quant au déroulé, quant au scénario, en gros, qu'est-ce qu'on va faire, je pense que ça dépendra tout simplement de l'effectif. Je compte, pour l'instant, j'aimerais bien avoir 16 personnes dans ce lieu-là. Plus, ça va être difficile, mais moins, on aura peut-être un petit sentiment de vide quand même, parce que l'abbaye est assez grande. Hein. Donc là, ça se passe dans l'ancienne nef de l'abbaye. C'est quand même un lieu très grand. La hauteur sous plafond, elle est délirante. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Il faut que je fasse les liens d'inscription tout vite. Je vais m'en occuper cette semaine, mais je pense que le programme, ce sera tout simplement Warhammer 40 000 V11. Je vais peut-être laisser le choix du format. Il y aura sans doute des parties à 1000 et d'autres à 2000. Et s'il faut ramener du board in action, eh bien naturellement, j'en ramènerai. D'ici là, mon Tomb World devrait être achevé. Donc je serai détenteur de 2 maps de board in action. Donc je pense que ça va être un peu dans cet esprit-là. On va jouer à Warhammer 40 000 un peu à tous les formats. Donc Marcheroux 40 000. C'est le 29 août et je compte sur votre mobilisation parce que croyez-moi, ça n'a pas été forcément facile à avoir, ça a été beaucoup de travail, donc il faut investir les lieux, il faut faire en sorte que cet événement soit un succès et c'est également un événement caritatif parce que tous les bénéfices iront naturellement dans les poches de l'association qui est en charge de la rénovation du bâtiment et le chantier du moment c'est de rénover toute la partie vitraux et donc on a des très très beaux vitraux en cours de fabrication. Le premier a été posé, vous m'en direz des nouvelles. Donc Marcheroux 40 000 le 29 août. Autre réunion Tupper Warp à venir dans une échelle de temps plus longue, c'est une collaboration et ça s'appelle le War à la cool. Donc tout est dans le titre, il s'agira d'un événement narratif Warhammer 40 000 dans une ambiance très très détendue. Ça se passe les 24 et 25 octobre 2026 à Chaumont, du coup dans le Grand Est. C'est proche Lorraine, si mes souvenirs sont bons. Donc on investit un peu l'Est. C'est une région dans laquelle en fait finalement j'ai assez peu de contacts. Donc j'espère en fait en trouver sur place tout simplement. Et n'hésitez pas pour tous les gars qui sont un peu dans le coin. Hein. Donc c'est grand le Grand Est. Donc n'hésitez pas si vous êtes du coin ou même si vous êtes autour, n'hésitez pas à vous organiser, à covoiturer, etc. On part sur un effectif de 16 joueurs encore, donc c'est un événement narratif à petite échelle et ça se passe dans une médiathèque toute neuve, la médiathèque Les Silos, une médiathèque en fait qui œuvre beaucoup pour la culture, qui a un planning en fait culturel véritablement très chargé, donc je suis très content d'investir ce lieu-là. Donc c'est une campagne narrative, vous y trouverez également des ateliers d'initiation et il y aura même une petite partie table ronde et débat
à laquelle je participerai en tant que podcasteur. Donc les places sont limitées pour jouer, 16 places. Voilà, mais les visiteurs, les curieux et les confirmés également sont quand même les bienvenus. Donc c'est à quelque part ouvert aux touristes et ça se passe en collaboration avec plusieurs choses. Tout d'abord la médiathèque en elle-même, l'association de jeux, le club geek du Haut-Marnais et également la ville de Chaumont. Et voilà, tout ce petit monde va se retrouver les 24 et 25 octobre pour une collaboration que j'espère explosive. Donc la thématique, c'est Imperium versus Chaos. Le lore, il vous sera distribué au compte-gouttes sur la page officielle de l'événement, le tournoi War à la cool. Donc n'hésitez pas, tous les liens, ils se trouvent sur le Discord et si vous ne les trouvez pas, envoyez-moi un petit message privé sur Instagram ou ailleurs ou par mail, brothermaxou@gmail.com. Voilà. Demandez-moi les infos, j'ai tous les petits fichiers qui vont bien, j'ai un petit PDF très bien fait et en tout cas je ne puis que féliciter Guillaume et Quentin pour leur travail très sérieux, tant du point de vue organisation que communication. Les mecs ils bossent bien, donc ça fait plaisir de collaborer avec des mecs qui bossent bien. Donc on aura l'occasion d'en reparler de cette collaboration de Super War parce que c'est quand même dans quelques mois, on a le temps de voir venir, mais en tout cas n'hésitez pas à vous inscrire d'ores et déjà, le lien T3 est déjà fonctionnel. On abandonne un petit peu le côté association pour vous parler de mon petit hobby du moment. En gros, c'est quoi le planning projet et peinture de Brother Maxou? Bon, déjà, on va parler un peu du Rural Hammer Studio. Le Rural Hammer Studio, il marche plutôt bien. Et ça, c'est une excellente surprise. Honnêtement, là, on est bien au-dessus, je pense, des attentes que j'en avais. Que ce soit au mois de mai ou au mois de juillet, on atteint presque la dizaine de dates, ce qui est plutôt beaucoup. Là, ça fait vraiment un tiers-temps. Et c'est quand même des grosses journées à chaque fois. Donc, ça devient du vrai boulot, quoi. Ça devient du vrai boulot. Donc, j'ai un peu de tout. J'ai des cours particuliers en majorité. Vous êtes nombreux à préférer le cours particulier. Plus onéreux, mais naturellement avec un suivi du feu de Dieu, parce que là je m'occupe intégralement de vous, mais on a également pas mal d'initiations aérographes à 2 ou 3 personnes, j'ai pas mal d'initiations pinceau avec des débutants complets également, et je vous prépare un nouveau cursus pour très bientôt, qui sera la peinture sans pinceau, et ça ce sera tout d'abord une petite émission de la rubrique beauté et bien-être, mais au terme de cette émission, j'ouvrirai un nouveau cursus de formation à pratiquer au Rural Hammer Studio où on va peindre sans utiliser le moindre pinceau. Donc ce sera sans doute la formation la plus fun. Voilà, ça va être une formation un petit peu récréative, mais néanmoins qui vous sera, je pense, riche d'enseignements pour tous les petits filous qui veulent éviter à tout prix de manier des pinceaux de taille 0. Vous en faites pas, vous verrez, il y a moyen de bien se marrer avec la peinture sans pinceau. Du côté du jeu, pas grand-chose en fait récemment, à part un petit board in action toujours et encore, on ne s'en lasse jamais. Board in action, moi je tourne toujours à 2-3 parties par mois, ça depuis 2 ans maintenant, il me semble. Donc je m'en lasserai jamais, donc je continue. Et d'autre part, c'est l'expérience Blood Bowl également qui continue, plus disséminée cette fois. Je dois faire une partie ou 2 par mois, mais néanmoins je continue et j'aime beaucoup. Donc je ne joue toujours que mes vampires pour l'instant, mais les Bretoniens ne devrait pas tarder à arriver sur la pelouse fraîchement tondue. Donc Blood Bowl, jeu vraiment très bon. Un jeu qui peut également foutre un peu le tournis en fait quand on voit la marge de progression qu'il y a en termes. En fait, Blood Bowl, c'est peut-être le seul jeu où tu as envie d'être un peu compétitif. Parce que je trouve qu'en fait, il y a ça dans le sang, dans les règles. Et puis le vœu de devenir compétitif à ce titre, il n'empêchera jamais Blood Bowl d'être un jeu de dés et un jeu de dés marrant. C'est-à-dire que tu vas pouvoir optimiser, mais comme tu veux ton jeu, il y aura toujours, en fait, au bout du couloir, un dé à lancer. Et ce dé, il peut avoir des résultats catastrophiques. Donc, j'aime assez, en fait, cette idée-là, de pousser un petit peu le niveau parce que tu sais très bien que tu ne pourras jamais entrer dans quelque chose de toxique. Il y aura toujours un dé qui va venir pirater tous tes plans. Et cette petite dualité, j'avoue, je ne l'ai pas vraiment vu venir, mais elle me plaît bien. Et j'ai eu un peu la révélation en voyant jouer Pousseux, qui est
côté mais impressionnant de maîtrise sur Blood Bowl. Bon, en même temps, il joue depuis 30 ans, si tu veux, donc évidemment que c'est un tueur. Mais quand j'ai vu comment il était possible de jouer à Blood Bowl en matière de stratégie, bah, ça fait envie, quoi. Ça fait envie de pousser un peu le bouchon. Alors, néanmoins, j'ai toute la vie pour en arriver là, je pense. Pour l'instant, je m'amuse et bah, on en reste là. Et j'aime beaucoup, en fait, la faculté qu'a le jeu à te fournir des souvenirs de jeux mémorables. J'en avais parlé dans l'émission avec Pousseux, Radio Beerfoot, mais bah, c'est bel et bien le cas, quoi. Blood Bowl, c'est un excellent créateur de souvenirs de jeux. Donc bah, je vote 10 000 fois oui. Je pense que ce sera mon petit jeu récréatif pour encore un bon moment. Dans le planning peinture, cette fois, bah, sans trop de surprise, on prend la suite de l'émission récente Monde Nécropole. Je suis tout simplement en train de peindre mon armée Nécron et le décor boarding action qui va avec. Et j'y prends, ma foi, beaucoup de plaisir. Il y a eu un petit changement en fait, de direction artistique en cours de route, quelque chose que j'avais pas forcément anticipé. Mais le but là, c'était de faire du Nécron un peu dégueulasse, c'est-à-dire de les user, etc. Mais en fait, après avoir fini mes couches de base, c'est-à-dire donc mon bleu et mon blanc à l'aérographe et toutes les parties métalliques, je me suis retrouvé à la tête d'une armée qui ressemblait un peu à des robots jouets. Il y a un petit look Playmobil Lego en fait dans tout ça, et bah ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Du coup, en fait, ces Nécrons, je crois que au contraire, ils vont être tout propres. Ils vont être tout propres. Ça va être quasiment de la technique heavy metal. Mais en gros, je vais faire tout le surlignage à l'ancienne. Je vais les faire tout propres. Ils vont être tout mignons et ils ressemblent un peu à des jouets. Et moi, cette idée-là, elle me plaît bien. Et idem pour le décor, je trouve qu'il est très très beau en l'état, avec des beaux aplats, des belles couches de base. Juste un petit surlignage, à mon avis, va suffire pour en faire quelque chose de très très joli. Donc on abandonne un peu le grimdark pour cette fois. J'ai envie de faire une armée toute mignonne, une petite armée de robots jouets. Et donc bah, je simplifie un peu le process et je vais continuer comme ça. En tout cas, ça avance bien. Là, naturellement, ça a été en pause. C'est encore en pause pour 2-3 semaines. Mais bah, ça avance tranquillement. Je pense que l'objectif des 2 mois, il devrait être atteint. Donc bah, les Nécrons, ça continue. Et à l'issue de ça, je pense que je vais embrayer sur un projet beaucoup plus petit. On verra. Ce sera peut-être une Team Blood Bowl. J'ai plein... En fait, j'en ai plein, des tout petits projets. Et bah, je me dis, pourquoi pas un peu liquider ça. Franchement, cette année, en peinture, j'ai avancé de fou. La pile de la honte, elle s'est réduite, les gars, mais vous imaginez même pas. Donc je crois que je vais continuer sur ma lancée pour tout simplement faire de la place et préparer encore et toujours le terrain pour cette armée Eldar qui se fait tant désiré. En tout cas, sachez qu'en ce moment, concernant les Eldar, j'ai repris le modélisme et donc j'en monte un petit peu chaque jour. Je vois le truc prendre forme, c'est tout simplement gigantesque, mais celle-là, c'est en train de me donner vraiment envie. C'est en train de me donner vraiment envie. Donc les Eldar, je sais, tout le monde les attend depuis 3 ans maintenant. Et il y a des filles que j'ai commencé à monter il y a 4 ans, donc on est vraiment sur un projet, mais... le problème, c'est qu'il soit pas interminable, c'est qu'il soit incommençable. Vous voyez ? Mais je finirai bien un jour ou l'autre par le commencer. Mais je crois que je vais encore me garder des petits projets sympas à faire avant. Bon, bah c'est fini pour les petites news du côté podcast et association. On va pouvoir passer aux news officielles de la maison mère de Nottingham. Et bah, cette rubrique, je me dois de la commencer par la mort de John Blanche. Même si Games Workshop a à peine communiqué là-dessus, ce qui est assez sidérant de leur part. Mais j'imagine que le truc doit s'expliquer par... je sais pas, des trucs juridiques, des trucs chiants, enfin bref, les mecs se devaient de faire un vibrant hommage, ils en ont fait une petite vignette, rubrique chien écrasé, c'est absolument pitoyable. A contrario, en fait, toute la communauté du hobby s'est unie pour rendre hommage à ce grand homme qui a nourri notre imaginaire pendant si longtemps. Donc je vais pas en remettre 3 couches par-dessus. J'ai toujours adoré John Blanche, j'aime son œuvre, j'aime ses travaux, je m'y replonge toujours avec la même délectation. Donc big up mon grand. Cependant, il y a une anecdote assez rigolote que je peux vous fournir. C'est
c'est la peinture de figurines de John Blanche. Je me rappelle, c'était dans un très très vieux White Dwarf, dans les années 90. Donc on était déjà assez coutumier des travaux de John Blanche qui un peu illustrait tous les codex, tous les livres, les boîtes d'armée, les boîtes de, enfin voilà, toutes les boîtes de jeux. Finalement, on était habitué à son style, qui était assez radical pour l'époque et en fait qui ne plaisait pas à tout le monde. Je me rappelle, parmi mes congénères, alors que nous n'étions encore que des petits garçons, des jeunes garçons, quoi, ça divisait pas mal. Ça divisait pas mal. Tout le monde trouvait ça un petit peu brouillis, un petit peu cracra, un petit peu brouillon. Faut avouer qu'en fait, ce qu'on appelle désormais le blanchi dessus, c'était quelque chose qui avait énormément, à mon sens, d'avance sur son temps. Et ce n'est pas rien, en fait, qu'on ait toute une génération assez jeune et assez récente qui, en fait, s'est un peu emparé de tout ça ces dernières années pour en faire un petit peu des caisses sur désormais ce qu'on appelle le grimdark. C'est vrai que moi, c'est quelque chose qu'on utilise à tort et à travers. Pour moi, le grimdark, c'est une petite niche dans la peinture de figurines. Pour moi, le grimdark, c'est tout simplement John Blanche. C'est tout. Ça va pas au-delà. Ensuite, libre à chacun de se réapproprier son travail. Mais en gros, John Blanche, sur le grimdark, il avait tout dit. Et pour ma part, en fait, j'ai jamais exprimé le besoin de développer beaucoup plus au sujet de ce grimdark qui est un peu devenu un terme fourre-tout, qui englobe en fait aussi bien une direction artistique qu'un exercice de peinture de figurines assez particulier. Bref, pour moi, le grimdark, c'est John Blanche. Donc à l'époque, on était déjà coutumier de tout ça. Et à un moment, dans la White Dwarf, en fait, il arrive un article, et il me semblait que ça concernait des figurines d'Inquisitor, où en fait, John Blanche te fait voir comment il peint ses figurines. Et ça, à l'époque, ça nous avait fait marrer. Ça nous avait fait marrer parce que le mec, il va comme un gros cochon, quoi. Ses figurines en métal, il ne les sous-couchait pas. Il y allait au début avec des jus. Il prenait la figurine en métal, il mettait des jus de toutes sortes. Des noirs, des ocres, des marrons, des oranges, voilà, les couleurs fétiches du blanchi dessus, quoi. Il tapissait ça avec différents types de jus avant de passer ensuite par le pinceau. Donc sa méthode, elle était absolument discutable. Et nous, à l'époque, on avait trouvé le résultat absolument dégueulasse. Je l'ai ressorti il n'y a pas longtemps, ce White Dwarf, et en fait, rétrospectivement, maintenant, quand je les regarde, ces figurines, là, idem, en fait. Le gars, avec pas loin de plus de 20 ans d'avance, finalement, il exprimait déjà, en fait, cette peinture grimdark que désormais on voit partout. Cette peinture, en fait, qui repose beaucoup sur l'utilisation des jus, des huiles et des lavis. Lui, il faisait déjà ça à l'époque, mais sauf qu'à l'époque, nous, ça nous avait fait marrer parce que on n'était absolument pas habitués à voir ça. Et c'est là que le truc était très marrant, c'est que du côté visuel, John Blanche, on avait vraiment le 41e millénaire, mais dans sa version la plus désespérée, la plus baroque, la plus dégueulasse. Par contre, sur les tables de jeu, on jouait à des trucs qui ressemblaient à des Lego, quoi. Voilà, la méthode Heavy Metal avec des couleurs vives. Absolument pas la moindre forme de battle damage, en fait. On jouait sur des pelouses fraîchement tondues. Il y avait en fait cette ambivalence assez surprenante, quoi. Et en fait, je pense qu'on n'était pas prêt à l'époque pour voir des figurines peintes par John Blanche. Dans notre imaginaire, c'était complètement hors sujet, alors qu'en fait c'est lui qui avait raison. Bref, ça m'avait fait marrer de redécouvrir en fait cet article de White Dwarf avec les figurines de John Blanche. C'était assez rigolo. Faudrait que je vous fasse des captures d'écran de la chose, un de ces quatre. Bref, repose en paix John Blanche. Cependant, moi je ne suis pas du genre à pleurer les morts qui ont déjà eu une longue vie. Sa vie à lui, elle a été bien remplie. Malheureusement, il n'a pas été épargné par de nombreux problèmes de santé, mais il a quand même eu le temps de vivre. Son héritage, il est monstrueux. Donc repose en paix John Blanche, nous t'aimerons toujours. Et ensuite, du côté de l'actualité, naturellement, cette actualité, elle est complètement parasitée par l'avènement de la nouvelle version de Warhammer 40 000, la fameuse V11. Bon, tout d'abord, avec la sortie de la nouvelle boîte, la boîte Armageddon, donc qui est en édition limitée. Cependant, il en reste encore beaucoup un peu partout, donc pas de panique, les mecs, si vous avez raté ça. La fameuse boîte Armageddon, donc dans la dernière gazette, je vous en avais dit un mot, il y avait eu quelques reveals seulement de quelques figurines.
Bah, à l'époque, naturellement, c'était très tiède pour ma part. Bah, le reveal de la boîte entière, finalement, il a changé assez peu de choses à mon sentiment exprimé au départ. Moi, ce qui m'a tué, personnellement, c'est quand ils ont annoncé qu'il n'y a pas de livre. Il n'y a pas le gros livre Warhammer. Ça, bah, en fait, ça a été finalement le clou final. C'est ce qui m'a décidé à ne pas l'acquérir, cette boîte. Parce que honnêtement, j'étais quand même dans une forme d'hésitation. Hein, et voilà, c'est quand même une grosse boîte cool pour avoir de la figue à kit bash, pour avoir bah, toutes les cartes qu'il faut bien. On revend la partie qui ne nous intéresse pas à un pote et on s'en sort plutôt très bien. Là, honnêtement, non. Je trouvais que c'était pousser le bouchon. Il n'y a même pas de gros livre. Donc, si tu veux, la V9, c'était 150 balles avec un gros livre de belles armées. Léviathan, c'était 200 balles. Maintenant, c'est 240 balles et il n'y a même plus le bouquin dedans. Donc, vraiment, vraiment abusé pour ma part. D'autant plus qu'en fait, ils vendent une version allégée des Core Rules à l'unité. Ils vendent également un ouvrage donc dédié à Combat Patrol, apparemment qui n'a pas le moindre intérêt. C'est juste une espèce de magazine. En gros, ça c'est vraiment dédié, je pense, aux débutants qui veulent découvrir l'univers. Mais je veux dire, voilà, ces bouquins, ils auraient pu les foutre dans la boîte de base. Là, c'est vraiment honteux ensuite de les vendre à part. À côté de ça, on a eu également la nouvelle cinématique de Warhammer 40 000. Et là, c'est la claque. Hein. Honnêtement, il n'y a jamais eu une cinématique aussi glorieuse, aussi bien faite. Techniquement, c'est impeccable. On a l'empereur sur son trône, dont l'œil ouvert a fait jaser pas mal de gens. Mais c'était génial, tout simplement. Là, ok, là, t'as envie de t'y mettre. Donc, ils ont recyclé les images du trailer dédié à Armageddon dedans. Ce trailer qui avait un peu aucune saveur. Bon, là, évidemment, au sein de ce nouvel écrin, il prend un peu tout son sens. Donc, vraiment un travail exceptionnel sur ce nouveau trailer. Et peut-être que ce sera la nouvelle donne technique, en fait, pour toutes les réalisations futures de Warhammer TV. Warhammer TV qui vient de sortir une nouvelle série, donc autour de Aeronautica Imperialist. Donc, je n'ai pas encore eu le temps de la regarder, celle-là. J'attends qu'elle soit finie. Moi, généralement, j'aime bien m'envoyer l'intégrale d'un coup. On verra ça plus tard. En tout cas, ouais, trailer V11, là, vraiment infiniment sérieux. Hein. C'était vraiment que du bonheur. Et concernant, du coup, la livraison des nouvelles règles de cette nouvelle version du jeu. Donc, je vais pas en dire beaucoup parce que un beau jour, il y aura tout simplement une émission dédiée à ce sujet. Quelles sont les nouvelles règles de Warhammer 40 000 ? En tout cas, ici, dans la méthode, la manière où Game Workshop a voulu nous les offrir, ces nouvelles règles, encore une fois, c'était infiniment laborieux. En gros, on a passé un mois entier à lire des textes à trous. Ils nous faisaient la livraison de quelques faction focus, quelques faction packs. On te dit des règles sans t'en dire d'autres. Le coût en points des différents détachements qu'on nous présente, il n'est pas explicité. En gros, pendant des semaines, on lisait des textes à trous et les gens, en fait, étaient quand même à fond dedans. C'est-à-dire qu'on analysait la moindre petite nouveauté à ce sujet. Sauf que, en fait, ces avis, ces jugements, ces décorticages de règles, ils n'avaient mais aucune valeur tant qu'on est encore privé du reste. Donc, ce qui fait que moi, j'y suis pas allé. En tout cas, j'ai appris en fait la nouvelle version de Warhammer 40 000 par bribes, majoritairement en regardant les vidéos des collègues. Hein, mais ça m'a pas passionné, quoi. Ça m'a pas passionné tout simplement parce que moi, j'aurais voulu tout simplement attendre d'avoir les core rules en intégralité. Bon, désormais, c'est chose faite. Cependant, j'ai pas vraiment le temps pour l'instant. Donc, pour moi, la V11, à mon avis, ce sera autour de mi-juillet. Que je vais m'y plonger. Pour l'instant, j'ai ni le temps, mais à vrai dire, j'ai pas trop l'envie non plus. Toute cette politique en fait marketing qui consiste à distiller les informations au compte-gouttes, personnellement, ça me saoule. On joue en fait sans arrêt sur l'effet teasing. C'est gonflant. C'est gonflant. Moi, en tant que joueur, les règles, j'ai envie de les connaître, mais en intégralité. Tu vois, ça m'emmerde qu'on vienne te dire « Ah, alors là, vous aurez ça et peut-être ça, les nouvelles règles de couvert. » Sauf que il y a d'autres règles qui vont annuler ces règles de couvert, etc. C'est chiant, c'est une lecture chiante et moi, j'ai vraiment un sentiment énorme de perte de temps par rapport à tout ça. Bref, la V11, je m'y plongerai bientôt, mais c'est pas encore l'heure.
En tout cas, on trouve quand même ça et là quelques points de règles assez sympas. Notamment, je pense qu'un des plus importants d'entre eux, ça va être le couvert. Parce que le couvert, désormais lié à un -1 hit, il va être cumulatif. C'est-à-dire qu'une unité discrétion, par exemple, que vous allez mettre à couvert, ce n'est pas un -1 qu'elle va avoir, c'est un -2 à la touche. Parce que le couvert, il modifie votre CT. Tandis que le mot-clé discrétion, il modifie votre jet de touche. Donc, c'est deux catégories de G2D, de modification de G2D différentes, et donc ils se cumulent. Donc ça, c'est pas rien, hein. Un tank à couvert qui va balancer un fumigène, il va devenir très très dur à aller choper. Donc ça va quand même changer pas mal les mécaniques de jeu. Dans d'autres mécaniques, c'est les mécaniques liées au transport que j'ai trouvé vraiment cool. Les débarquements d'urgence, le fait de débarquer en pleine mêlée, tout ça, honnêtement, je trouve ça très bien fait. Très, ouais, c'est cool. Ça peut être même carrément cinématique. Il y a aussi les G2D plus groupés qu'avant. Je pense qu'ils vont changer la vie de pas mal de gens. Les petits mouvements, en fait, conso, pile-in, qui vont être simplifiés, c'est cool aussi. Les petits stratagèmes ou les aptitudes fight first, elles sont purement annulées. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Bref, il y a quand même de très très bons éléments de règles dans tout ça. Il y a d'autres choses que j'aime moins, mais ça, on en parlera en temps voulu. Autre élément principal de cette nouvelle version du jeu, ça concerne les layouts de terrain. Et concernant ce point précis, moi je suis toujours un peu dans le flou. J'ai pas encore lu les règles, donc ceci explique cela. Mais en gros, est-ce que ce truc est indispensable pour jouer à Warhammer 40 000 ? Parce que moi, évidemment, les empreintes de sol et tout, globalement, j'en veux pas vraiment. Moi, je comptais tout simplement réadapter les décors que j'ai déjà à ma disposition pour en faire quelque chose de V11 compatible. Mais là, quand même, j'ai quelques doutes. Je me dis, mais est-ce que vraiment c'est jouable ? Quand je regarde la gueule des layouts, je me dis, c'est vraiment placé précisément. Bref, il y a sans doute, en fait, je pense que cette V11, c'est sur ce point-là qu'elle va me demander le plus de travail. Donc, en fait, pour l'instant, pas d'avis définitif sur les layouts de terrain. J'attends tout simplement de bien avoir lu les règles pour voir si la chose est réadaptable ou pas. Ça va, à mon avis, demander quelques parties test de ma part. Mais wait and see pour cette catégorie-là. Les layouts de terrain, pour l'instant, je ne sais pas encore trop quoi en penser. À côté de ça, on a également un nouveau système de détachement. Donc des détachements qui coûtent 1, 2 ou 3 points. Et donc que vous allez pouvoir composer vous-même. Donc un seul et unique détachement de 3 points ou un assemblage de plusieurs plus petits. Ça c'est cool, hein. Sur le papier ça fait envie. Donc dans l'émission où j'enterrais la V10, je vous disais que je soupçonnais ce nouveau système de détachement de devenir une couche d'optimisation supplémentaire. Là, après étude, ce constat, à mon sens, il est quand même un peu vrai, mais il est également à relativiser. Par exemple, à Warhammer 40 000, maintenant, on ne pourra plus utiliser qu'un seul stratagème par escouade. Donc d'office, l'effet de cumul, voilà. On va éviter en fait assez naturellement quelques pièges de surlétalité, de suroptimisation. Donc ça va plutôt dans le bon sens. En tout cas, ce système de détachement, il me plaît sans trop me plaire non plus. Dans l'idée, j'adore. C'est-à-dire que par exemple, une armée thématique, elle aura tout à gagner de ce nouveau système de détachement. Et on voit en fait des choses. Voilà, d'office, il y a eu pas mal d'idées qui ont germé. On a par exemple un détachement basé sur les land speeders. Là clairement, quand on fait une armée de Ravenwing, ce sera trop bien d'avoir en fait des land speeders qui vont jouir de règles spéciales. Mais en fait, ça reste quand même trop, à mon sens, ouvert comme système. Je m'explique, c'est que moi, en fait, je m'imaginais que chacun de ces détachements, il y aurait la petite liste d'armées qui irait avec. Par exemple, une liste à 1500 points. J'aurais fait, OK, le petit détachement Land Speeder qui coûte un seul point. Donc mes Landspeeders, ils ne pourront utiliser les règles que de ce détachement et utiliser les stratagèmes qui vont avec. Un autre détachement à 2 points, cette fois plus générique, avec une force de Dark Angel, on va dire d'impardonné classique. Cependant,
il n'y a pas en fait d'arborescence dans la construction de vos armées. Vous allez annoncer tout simplement quel détachement vous allez prendre, mais vos troupes, elles pourront piocher dans les règles de l'un ou de l'autre. Bon, on voit quand même que c'est bien fait, c'est que la plupart des détachements à un point, par exemple, ils s'adressent à un seul et unique archétype de datasheet. Par exemple, un détachement spécial garde sanguinaire, il ne va synergiser qu'avec la garde sanguinienne. Putain, excusez-moi, j'ai dit sanguinaire. Bon, tant pis, je corrige pas. Il est tard. Bref, mais en tout cas, cette garde sanguinienne, même si elle jouit de son propre détachement, rien ne lui interdira d'aller piocher dans l'autre détachement à 2 points. Par exemple, un petit stratagème qui va pouvoir lui donner une advance charge. Donc, on reste quand même sur quelque chose de très permissif. Et moi, en fait, si j'ai un plaisir coupable dans le list building, bah, en fait, c'est sa complexité. Chose que Horus Heresy m'offre sur un plateau, parce que le list building à Horus Heresy, il est aussi touffu mais que passionnant. Ici, je suis un petit peu déçu en fait d'annoncer juste des détachements, mais d'avoir des troupes en fait qui peuvent bouffer un peu à tous les râteliers. Donc là, j'ai envie de dire, ça fait sans doute partie des mécanismes de jeu. Si vous êtes un joueur narratif, bah en fait, votre armée, vous allez la penser telle que je vous le décris. Quand vous allez présenter votre armée à votre adversaire, vous allez lui dire, bon voilà, là c'est mon petit noyau de troupes Phobos, elle a son propre petit détachement à 1 point qui va lui permettre de faire ça, ça et ça. De l'autre côté, j'ai une autre armée avec des Gravis dans un détachement à 2 points qui vont lui permettre de faire ça, ça et ça. Bref, dans la présentation d'armée, on va, je pense, naturellement, en tant que joueur narratif, découper la chose de cette sorte. En tout cas, ça vient enrichir quelque part l'ADN de votre liste. Donc c'est très cool. Je suis un petit peu déçu que ce soit aussi peu cloisonné quelque part, mais je ne boude pas quand même mon plaisir. Ces nouveaux détachements, ils donnent des idées. Ils sont très sympas pour la plupart. Bref, ça va un petit peu dans le bon sens, tout ça. J'ai pas vu, je me suis pas intéressé à tout, naturellement. Je me suis intéressé uniquement à mes propres armées, mais j'ai quand même vu pas mal de trucs sympas dans ce nouveau système de détachement. Et dernier élément majeur de cette V11, bah, c'est le match play. Un match play qui est réinventé via ce système de cartes et via en fait ce système de missions tactiques primaires en fait qui vont se réadapter par rapport à ce que vous allez affronter. C'est-à-dire que le choix d'un détachement, il va impliquer le choix d'un type d'armée, c'est-à-dire un archétype d'armée, un archétype de mission à remplir. Donc ces missions, elles sont nombreuses. Ça peut être prendre et tenir, qui est quelque part calqué sur le modèle de jeu tel qu'il l'a été en V10, mais vous allez avoir également beaucoup d'autres options. Jouer des détachements typés sabotage, où cette fois vos missions, ce sera plutôt d'aller saboter des objectifs. D'autres types de détachements qui consisteront à faire énormément de map control. Bref, quelle que soit la manière dont vous jouez, bah, ça va s'incarner différemment. Et je pense qu'en fait, dans le list building, on va peut-être voir un peu la chose différemment que par le passé. Désormais, bah, gars, je me mets à ma place. Qu'est-ce que j'aime faire, moi, par exemple, quand je joue Ravenguard ? Comment j'aime jouer ma Ravenguard ? Bah, ce que j'aime bien faire, c'est jouer les infiltrés, placer des pièges, des explosifs, des sabotages sur les objectifs, avoir un fond de map dans les ombres qui tire dessus et des unités coup de poing qui vont venir un peu popper de réserve un peu partout, repartir en réserve, revenir en FEP, etc. En gros, on est sur un gameplay un peu typé harcèlement, dissimulation, etc. Bah, tout simplement Ravenguard. Bah, le fait d'aimer ça, je vais pouvoir choisir mes détachements en fonction. Par exemple, je vais pouvoir allier un détachement type sabotage, où mon rôle sera d'aller prendre et de saboter des objectifs, tout en choisissant un détachement qui privilégie, par exemple, les actions coup de poing, voire le tir à longue portée. Donc en fait, désormais, le gameplay que vous aimez, il va peut-être impliquer des choix de certains détachements de votre part. Quelqu'un qui aime jouer les bourrins, quelqu'un qui aime jouer des grosses enclumes un peu façon V10, il va rester sur un prendre et tenir, par exemple. Bref, il y a beaucoup, en fait, de perspectives dans tout ça. Et donc, quand on affronte un détachement, enfin, vous faites affronter un détachement prendre et tenir face à un autre détachement sabotage, eh ben, c'est ce pairing qui va déterminer les missions à remplir en cours de partie. Donc là, on parle quand même d'une mécanique avec un fort
potentiel de rejouabilité. Des missions qui vont être très variées en fait. Dès que vous changez d'armée, que vous changez de détachement, vous allez jouer différemment à Warhammer 40 000. Bon, bah ça va dans le bon sens tout ça, c'est plutôt cool. Mais, et là c'est un gros mais, bah en fait malgré tout ça, je ne vois pas vraiment une différence énorme dans la manière de jouer. Et là, pour l'instant, en fait, c'est un peu une source d'inquiétude pour ma part. Je vous renvoie, par exemple, à des rapports de bataille très récents qui ont été faits par les grands médias autour du hobby concernant cette V11. J'en ai regardé, je pense, 3-4. Et ben, c'était chiant comme la pluie. C'était chiant. Et pourtant, j'ai vu s'affronter en fait beaucoup de détachements différents avec des types de missions différents. Bah, c'était hyper articulé autour du scoring. Bon, certes, on n'est pas sur des chaînes de jeux narratifs, mais là, le score, il était véritablement devant toute autre forme d'enjeu. Et ouais, quel que soit le gameplay choisi, et donc bah, on voyait en fait des armées entières faire des actions un peu partout. Mais voilà, des actions mais décorrélées de toute narration quelque part. Donc ça, bah, ce sont des choses qu'on a l'habitude de faire, comme je l'avais fait en V10 avec l'émission Make Match Play Great Again. Là, en fait, on va se retrouver face un peu au même type de non-sens dès lors qu'on va se mettre à scorer sans que ça n'ait de vraie incarnation sur table. Mais en fait, dans ce que j'ai assisté là, comme partie, bah, c'était un peu relou, franchement, c'était inintéressant en fait comme partie. J'ai vu assez peu d'échanges, et j'ai vu assez peu de trucs décisifs. Par contre, bah, ce que j'ai vu d'office, c'est une létalité toujours aussi explosif et une surcouche de règles à laquelle viennent se mêler justement ce cumul de plusieurs détachements. Donc c'est bel et bien en fait une couche d'optimisation supplémentaire. C'est très variable en vérité d'une faction à l'autre, j'ai l'impression. Mais la chose est réelle, c'est que ça va vous ajouter encore une règle. Et quand Warhammer 40 000 vous ajoute une règle, c'est tout simplement une règle qui, dans 90% des cas, vous rend plus puissant. Donc une certaine inquiétude en fait par rapport à tout ça. C'est que malgré énormément en fait de petits ajouts de règles, malgré un tout nouveau système de détachement et malgré un système de match-up assez complexe et entièrement retravaillé, je ne vois pas vraiment en fait le jeu changer sur la forme et ni dans le fond en vérité. Dans le fond, ça c'est un travail que nous autres on aura à faire. Donc un peu compliqué pour l'instant, en fait un peu compliqué tant que je n'ai pas joué tout simplement d'émettre un avis positif ou négatif. Par contre en fait dans tout ça, donc que ce soit le match-play réinventé ou le nouveau système de détachement, ça me semble être quand même un terreau très fertile au jeu narratif. Ce nouveau système de détachement, comme je vous l'ai dit, il peut s'incarner dès la présentation de l'armée. Et ce nouveau système de match-play, comme je vous l'ai dit, ok, je joue Ravengard, je tire un détachement de type sabotage. En fait, ce sabotage, je vais le réécrire un peu. C'est que je ne vais pas me contenter de mettre une unité d'incurseur sur un objet ou de faire une action et de marquer des points. Non, l'action que je vais faire, à mon avis, on va lui donner un vrai enjeu, un vrai contexte et surtout de vrais résultats. Voilà, si c'est scorer pour scorer, ça n'a aucun sens. Donc ça, c'est quelque chose que je suis habitué à faire, réadapter le match play pour lui donner en fait plus de saveur. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait, je vous l'avoue, mais dans cette V11, je pense que ce sera le tout début du programme de mon exercice sur cette nouvelle version. Donc pas d'avis définitif sur la V11, naturellement, j'attends tout simplement de jouer. Il y a des trucs qui me plaisent, d'autres qui me plaisent moins. J'ai pas vu pour l'instant de trucs qui me plaisaient pas du tout, ou du moins des choses contre lesquelles j'étais contre. Donc j'ai tout simplement hâte d'essayer tout ça. Le seul truc qui m'inquiète, c'est ça, c'est que le jeu est toujours aussi létal. Il n'y a aucun calme en fait à prévoir, je pense, du côté des datasheets. On est toujours sur un jeu extrêmement énervé et comme je vous l'avais dit en V10, beaucoup trop énervé pour y mener un exercice de jeu narratif idéal. Dans la foulée de cette V11 sont sortis plusieurs Battle Force au nombre de 4. Je ne vais pas en dire un mot de plus, elles sont tout simplement toutes pourries. On est sur du 206 €. Ces boîtes sont nazes.
naze. Mais alors là, c'est un conglomérat en fait de vieux machins, d'unités complètement génériques qu'on retrouvait en masse dans les collections Hachette par exemple. Le tout à un tarif véritablement piquant. Donc bah rien à dire de plus que surtout n'achetez pas ça. Ça ne vaut pas le coup du tout. Donc franchement là, en offre commerciale de départ, les Battle Force c'est vraiment très 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 mauvais et radicalement différente. On reste dans les news Game Workshop. Vous avez eu récemment des nouvelles boîtes Slanesh pour Age of Sigmar. Là, on voit quand même une belle différence. C'est moins cher, c'est beaucoup plus fourni, c'est beaucoup plus stylé. Bref, heureusement qu'à AOS, on trouve encore des boîtes qui valent radicalement le coup. Et pour en finir avec les petites news génériques, naturellement, avant d'attaquer le gros morceau, on a Zone Mortalis. Bah ouais, Zone Mortalis, ça s'incarne via un petit supplément pour Horus Heresy. Donc c'est des tout petits bouquins qui sont en plus facturés au prix fort. Bon, néanmoins, celui-là, je vais le prendre parce que Zone Mortalis, c'est tout simplement un gros élément de mon futur hobbyistique. Donc voilà, on a un petit supplément de campagne avec les règles, avec quelques nouvelles datasheets. Je suis très heureux de voir ressurgir par exemple des vétérans Breacher ou des vétérans D-Spoiler. Bref, j'ai hâte d'en savoir plus sur Zone Mortalis nouvelle version parce que au bout du tunnel, il y a une table gigantesque à faire. Et en truc qui est cette fois sorti de nulle part, on a la refonte de l'armure MK4 Space Marine. Ça sort dans un premier temps via une Battle Force, là encore, contrairement à celle de Warhammer 46 000, bien fournie. Vous avez un Dread, vous avez un gros char, vous avez 20 marines tactiques MK4 et 10 marines d'assaut MK4. Donc une grosse boîte qu'on aime bien. D'ailleurs, je l'ai loupé. À My Hobby Place, tu vois, j'étais au meilleur endroit du monde pour acheter une nouvelle boîte. Mais j'ai complètement oublié de le faire. Complètement con le mec. Donc je me suis réveillé le lendemain. Évidemment, elle était déjà en rupture. Donc voilà, si vous voyez la nouvelle Combat Force Maximus, c'est un comble en plus, putain. Un comble d'avoir raté la boîte Maximus quand même. Si vous en voyez une traîner, contactez-moi parce que du coup, j'en cherche une. Mais ça se trouve, elle sera dispo plus tard. Je pense que ce sera en réapprovisionnement tout ça. Bref, Zone Mortalis, nouvelles armures MK4, pas décevantes pour dessous. Tout est super côté Horus Heresy. La gamme n'en finit plus de grandir. Bon, on y est les gars, on a fini un peu d'étaler les news génériques Game Workshop. On va pouvoir parler de ce gros événement qui a eu lieu le vendredi soir, un événement que j'ai regardé en slip dans mon canapé alors qu'il faisait 34 degrés dans l'appartement près de Fontainebleau. C'était vraiment chaud. Donc un Big Summer Preview qui a été un énorme événement. Honnêtement, je ne l'ai pas vu venir. Je pensais juste en fait bêtement à l'annonce de quelques nouveautés en Space Marine et en Orc. Eh bien, il est fort à noter qu'il n'y a pas eu la moindre révélation Space Marines. Ça fait plaisir quand même. Ça fait bien plaisir tout ça. Bon, il y a beaucoup à décortiquer, donc je vais essayer d'y aller un peu en mode rapide et brutal. Tout d'abord, on a une offre en fait qui fait suite à la V11, l'offre tout simplement de démarrage concernant Warhammer 40 000. Les mecs ils se sont lâchés. C'est une offre absolument massive. Donc tout d'abord, on a la boîte Armageddon naturellement, mais le véritable starter set de cette nouvelle version de Warhammer 40 000, donc il s'appelle le starter set, comme c'est original, et il vous offre en fait une version diminuée en figurine du contenu de la boîte Armageddon en vous proposant en fait 2 patrouilles, donc deux petites armées qui seront jouables via le mode combat de patrol auquel je ne me suis pas encore intéressé. En tout cas, ça me semble être une occasion manquée mais monstrueuse de cette non-refonte du mode combat de patrol. Ça, je ne me l'explique toujours pas. On en reparlera plus tard dans l'émission dédiée à la V11 et ses règles, je pense. Donc ce starter set, il regroupe 2 petites patrouilles, toujours Space Marine versus Orcs, ainsi qu'une table entière, donc une map entière, avec les décors, avec les empreintes de socle, les empreintes de décors, etc. Bref, c'est prêt à jouer. C'est une boîte quand même assez volumineuse. Donc, dans toute cette catégorie d'articles, en fait, les choses, elles vont vraiment dépendre du prix. Là, c'est important, le prix en fait de ces offres de départ. Donc là, en fait, c'est 2 patrols qui s'affrontent sur une table entière. Je ne sais pas à combien ils vont proposer ça. Ça risque de piquer, mais en tout cas, c'est une offre de départ infiniment sérieuse, quoi. 2 petites armées, une table entière, c'est absolument très cool.
Autre offre de départ, ils ont appelé ça les Getting Started With. Et là, on parle de coffrets, de petites boîtes donc, qui regroupent l'intégralité des patrouilles dont on a précédemment parlé dans le starter set, ainsi que du lot de peinture qui va avec, donc respectivement pour peindre de l'ultramarine ou du clan Goff. Quand même 11 pots de peinture au total dans la boîte. Idem, en fait, sur le papier, c'est sympa. Mais combien ça va coûter ? Ça, ce sera le facteur décisif. Ce sera le facteur décisif. En tout cas, ouais, là, typiquement, pour un débutant, tu lui offres une boîte avec les premières figurines et ses premières pots de peinture. C'est tout simplement cool. Hein. C'est tout simplement cool. Ça a déjà été fait avant, mais pas dans cette échelle-là. Là, 11 pots de peinture, en fait, tu peux véritablement respecter, je pense, de A à Z, le format Heavy Metal qu'il y a sur les visuels. 11 pots de peinture pour peindre de l'ultra, c'est presque plus qu'il n'en faut en vérité. En tout cas, encore une offre potentiellement sympa, mais ça dépend du prix. Autre type d'offre de démarrage, cette fois c'est l'Introductory Set, le set d'introduction qui regroupe cette fois une offre en figurines radicalement diminuée parce que vous n'avez plus que 2 escouades et 2 chefs, des décors mais qui cette fois sont en carton. Bref, on est dans Warhammer 40 000 pour les pauvres, mais là encore, pourquoi pas, ça ressemble pas mal en fait au set de débutants qui avait été fait pour Kill Team avec les Plagues Marines. Pourquoi pas ? Encore une fois, ça dépend du prix, mais également en fait dans cette boîte, vous avez également quelques pots de peinture, donc ils ont un peu craqué en fait sur l'offre commerciale parce que tout se mélange un petit peu. C'est assez étrange. En tout cas, en plus, dans ce set d'introduction, ils en ont profité pour glisser quelques figurines exclusives à cette boîte-là. Donc, pas de stress, on reste sur des orques et des intercessors, mais avec des kits un petit peu différents de ceux qui sont présents dans la boîte Armageddon. Voilà, petit bonus quand même bienvenu pour les collectionneurs. C'est plutôt cool. Ensuite, on a les nouvelles offres de départ en peinture, donc différents sets de peinture, un dédié aux ultramarines, l'autre dédié aux orques, et un set plus générique qui regroupe en fait plein de couleurs différentes. Mais ce n'est pas fini parce que désormais nous allons parler des offres de démarrage en termes de décor et ce n'est pas moins compliqué. La première d'entre elles s'appelle la Combat Patrol Battle Zone et elle reprend tout simplement le setup de décor qui est présent dans le fameux Starter Set avec les 2 patrouilles dedans. Donc une petite map, hop, pas trop de surprise. Faut noter quand même que niveau design, ces décors sont plutôt bons, ça change pas mal. On est plutôt sur une ambiance manufactorum, mais avec quelques petites idées assez bienvenues en termes de design. Bref, une nouvelle gamme de décors Game Workshop qui change un peu et c'est tant mieux. Donc voilà, vous trouvez déjà ça, cette petite Combat Patrol Battle Zone. Ensuite, les éléments de décor qui composent cette Combat Patrol Battle Zone sont disponibles à l'unité via des sets dédiés. Donc vous avez un set de ruines et un autre set avec plutôt des tuyaux, des capaciteurs à plasma là. Bref, de quoi de quoi rallonger sa table de quelques éléments. Tout ceci également est assez bienvenu. On voit même en fait là-dedans des trucs qui pourraient tout à fait bien servir à Boarding Action par exemple. Ensuite, on a cette fois une vraie map entière pour faire du 2000 points. Donc en termes de taille, on est sur du double par rapport à Combat Patrol. Cette fois, ça s'appelle Battlefields Armageddon. Et la nouveauté, c'est que c'est tout peint, tout ça. Donc on a une table entière avec les empreintes pour pouvoir jouer à 2000 points. C'est chaud. C'est chaud et pour pas vous mentir, c'est assez séduisant. Les décors Games Workshop, ils sont toujours très beaux. Par contre, à peindre, on n'est pas au niveau des différents sets qui vous sont généralement offerts via l'impression 3D. Ça fourmille de détails et naturellement, ça prend un temps fou à peindre. Ici, la peinture, elle a l'air de tout simplement très très bien tenir la route. C'est même d'un niveau en fait largement supérieur à ce que la plupart des gens font sur leur table de jeu en termes de décor. Donc c'est séduisant. Et là encore, le prix, quel va être le prix de ça ? Quel va être le prix de ça ? Honnêtement, on connaît le prix normal des sets de décor Games Workshop non peints. Bon, il y a de quoi avoir peur, mais peut-être pas. Peut-être pas. À mon sens, en fait, Games, ici, il a l'opportunité de marquer un coup. De faire en sorte que ce truc ne soit pas trop onéreux,
qu'il soit largement choisi en fait pour les événements officiels compétitifs, parce qu'il répond à tous les besoins en la matière. Il y a une carte à jouer en fait. Il y a une carte à jouer au sujet de cette table entière pré-peinte avec le tapis, avec les empreintes de sol, etc. Il y a moyen en fait de frapper un grand coup en termes de marketing, parce que si le truc naturellement est présenté à 4 voire 500 euros, en fait on peut le comprendre le prix, mais ça se vendra pas. En tout cas, je mets pas ce prix-là. En tout cas, si je mets ce prix-là, parce que généralement c'est le prix d'à peu près mes tables à moi, si je mets ce prix-là, c'est dans quelque chose de beaucoup moins générique. Un projet complètement personnel, un projet avec de l'impression 3D, avec beaucoup de modélisme, etc. Là, on parle de quelque chose de très générique quand même. Mais c'est séduisant, je vais pas vous mentir. Moi, honnêtement, si c'est pas trop cher, il y a grave moyen que je le prenne. Tout simplement pour avoir une table prête à l'emploi, pour l'association, pour pouvoir faire du match play avec le layout officiel Games. Honnêtement, si ça a lieu, je le prends, ce machin-là. Si le tarif est acceptable, honnêtement, je me le tape. C'est une manière assez inespérée d'avoir une nouvelle table de jeu qui prend pas trop de place, qui est prête à l'emploi, peinte et plutôt même bien peinte. Faudra que je m'intéresse un jour aux technologies qui sont employées en fait derrière ce truc-là, parce que c'est sur grappe en fait les décors. C'est sur grappe. C'est peint et sur grappe. Ils l'ont déballé là en live. Vraiment incroyable. Là, technologiquement, je trouve qu'on est pas mal sur un tour de force quand même. Et pour finir, eh bien, le petit battle mat qui va avec. Apparemment, quand je lis la description, on dirait que c'est un support souple. Donc probablement un battle mat en néoprène. Là, idem, en fait, on demande à voir qu'est-ce que Game Workshop fait en termes de battle mat. J'ai hâte de voir ça également. Bref, vous l'avez vu, en fait, l'offre des boîtes de démarrage, elle est immense. Elle est complètement nébuleuse, à vrai dire, parce que là, on se met dans la peau d'un débutant. On se dit, mais laquelle je prends au juste ? Celle qui réunit les 2 patrouilles, celle qui réunit les filles en mode AliExpress, là. En fait, on sait pas trop. Quel set de peinture je choisis, ou est-ce que je jette mon dévolu sur une des boîtes Getting Started ? On sait pas, hein. C'est pas mal compliqué, à vrai dire. Là, en fait, l'offre, elle est tellement riche qu'à mon avis, il y a pas mal de gens qui vont être confrontés au problème du « je prends quoi ?» Assez étonnant, c'est vraiment faramineux en fait comme offre commerciale pour des simples boîtes de démarrage et dans tous les domaines, quoi, c'est-à-dire peinture, décor, figurines. Assez étonnant. Est-ce qu'il y en avait besoin d'autant ? Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, il y a largement de quoi faire, de répondre à tous les désirs, tous les besoins. Et du coup, en clé de voûte, cette table entière pré-peinte dont j'attends impatiemment en fait le tarif, parce que là, c'est l'argument clé, quoi. L'argument clé, il sera le prix et, à mon sens, rien d'autre. Parce que en l'état, ça a l'air super beau, ça a l'air complètement satisfaisant. Naturellement, ça manque un peu d'âme comparé aux tables qu'on a l'habitude de faire nous-mêmes. Mais c'est prêt à l'emploi, les gars. C'est prêt à l'emploi. Hop, hop, hop. Pour l'association, bah oui, évidemment, un grand oui. Bref, quand même, un véritable rouleau compresseur du côté des boîtes de démarrage. Et bon, si j'ai été surpris de ne pas avoir de nouvelles reveal Space Marine, on en a eu du côté des orques, d'une part avec le nouveau codex et d'autre part avec le retour de quelque chose d'assez emblématique, c'est le camion, le fameux truck. Ah bah là, quelle montée en gamme les amis, hein. Vous connaissez tous en fait le truck un peu historique, c'est juste une petite carriole. Ici vous avez un véritable engin de guerre, hein. C'est un gros truc donc, qui plonge définitivement l'armée orque dans cette vibe un peu Mad Max, hein. Voilà, un énorme buggy de guerre à 6 roues. Le kit, il a l'air monstrueux. Il a l'air d'avoir plein d'options pour un... Là, voilà, hein, de base, j'en vois d'office au moins 3 complètement différents. Une armée orque avec 3 camions, c'est déjà assez respectable, quoi. Le kit a l'air de toute beauté. La maquette, elle est trop cool, c'est brinque-ballant, c'est pétaradant et ça a l'air dangereux. Tu vois, il y a des réservoirs il y a des réservoirs d'essence partout, il y a des armes partout, il y a des pots d'échappement rutilants, il y a une énorme disqueuse, il y a des gros flingues, il y a des membres d'équipage très variés.
Ouais, sans faute, complètement sans faute. Là, je pense que voilà, le joueur orc, il en aura pour son argent, même si ça risque encore une fois de piquer un peu. Magnifique nouveau camion orc, il n'y a aucun doute là-dessus. Cette sortie s'accompagne d'un nouveau mech qui est à la fois très simple mais très cool. Il a une espèce de grue dans le dos, là, ça lui donne tout son sel. La figurine n'est absolument pas décevante, enfin à vrai dire à la manière de toutes les nouveautés orc qui vous ont été présentées dans Armageddon. Voilà, rien n'est décevant là-dedans, même si moi je vous l'avais expliqué, mais la direction artistique, je préfère un petit peu l'ancienne. Mais bon, on est quand même sur de la super figurine, il n'y a pas de doute là-dessus. Et du côté du codex, il y a un petit changement de format. Il y a un petit changement de format. Apparemment, on est sur un codex souple qui vous sera offert, entre guillemets, dans un coffret. Mais là, par contre, il y a quelque chose de potentiellement encourageant par rapport au contenu. Les mecs ont bien insisté qu'il y avait un gros paquet de lore et le petit feuilletage là durant le direct, à vrai dire, du peu que t'en vois, moi j'ai trouvé ça très beau, hein. Il y avait l'air d'avoir une mise en page très travaillée, des illustrations pleine page, là, un vrai beau bouquin. Là aussi, Games Workshop a une carte à jouer. Honnêtement, en V10, tout le monde a trouvé les codex à chier. Il n'y avait pas d'autre mot. Bah là, pourquoi pas se mettre à refaire des beaux bouquins à la faveur de cette V11. Ce serait quelque chose que tout le monde accueillera à bras ouverts. Et on espère sincèrement qu'il n'y ait pas une énième augmentation de prix, hein. Là, on était à 50 balles le codex. Au-dessus, j'y vais pas, hein. Au-dessus, j'y vais pas. Déjà, en V10, je crois que j'ai acheté qu'un seul codex. Mais là, non, il n'y a pas moyen, hein. N'augmentez pas par pitié. Et pour finir, on a... donc je vous épargne un peu les sorties en stand-alone des kits présents dans Armageddon. Ce sera très cher et ça vaudra pas le coup. Autant acheter Armageddon, hein, quand tu es joueur orc, ça paraît indispensable. Mais pour finir sur les orcs, ils nous offrent également ce qu'ils appellent le Command Pack, donc qui est le remplaçant en fait des packs de cartes de datasheet, mais qui semble plus fourni parce que là, non content d'avoir des cartes, on a également à dispo nos détachements, tous les stratagèmes. Il y a tout un système de pions également qui va de pair avec les modifications de règles de la V11. Tout ça, ça peut être assez sympa d'avoir des petits pions personnalisés avec son armée. Faut avouer quand même que c'est plutôt cool. C'est plutôt cool tout ça. Et bon, je vous épargne les dés. Donc, bonne sortie orc, hein, et moi j'ai hâte en fait de voir ce que valent les codex en V11. Mais en tout cas, il y a une chose à noter, c'est que on nous a pas communiqué en fait de changement de politique commerciale à propos des codex. Moi, c'était quelque chose que j'attendais définitivement avec la V11. L'accès, par exemple, à une offre 100% numérique. Ça n'a pas du tout été abordé. Ça a été complètement éclipsé, donc j'imagine qu'on reste sur l'ancien système qui consiste à acheter un bouquin et un code pour débloquer le contenu dans l'application. C'est bien dommage, honnêtement, mais après, si les livres redeviennent cool, la pilule passera mieux. Mais bon, pas de changement politique, commercial à venir, c'était assez prévisible, mais il demeurait en moi un certain espoir qu'il passe au tout numérique. Tant pis, ce sera peut-être pour une prochaine fois, on va encore repasser 3 ans à râler avant que ça n'arrive, potentiellement. Ensuite, ils nous ont fait un petit détour parce qu'ils ont appelé la Warhammer Academy. C'est tout simplement du contenu tutoriel qui sera dispo sur Warhammer TV. Donc, aussi bien adressé aux débutants qu'aux gens qui veulent un peu se perfectionner. Donc, une académie qui fera en fait la lumière sur tout, à la fois le modélisme, la peinture, le jeu. Du contenu pédagogique en somme. Le trailer était assez minable, on va pas se mentir, mais ça, idem, je demande à voir, hein, du petit contenu pédagogique sur le lore, sur le jeu, sur le hobby au sens très large. C'est toujours un bon à prendre et ça viendra encore enrichir l'offre Warhammer TV qui s'étoffe en fait d'année en année sans trop de surprises. On continue dans les révélations du type importante avec ni plus ni moins qu'une nouvelle version de Old World et une grosse boîte qui vient avec. Quelle boîte les amis, ça rigole pas du tout, hein. Ça rigole pas du tout. On y retrouve naturellement le royaume de KT, hein, qui est uniquement composé de figurines magnifiques et qui fait face aux tout nouveaux guerriers du chaos. Et ces guerriers du chaos, ces champions du chaos, putain, incroyable. Là, on est vraiment dans une direction artistique, mais full vieux monde, des guerriers massifs, archi armurés. C'est
de toute beauté. Il y a rien à dire de plus. C'est absolument pas décevant. Tout est parfait, hein. C'est pété de fourrure, de bois, de métal, ornementé de partout. Il y a une vibe complètement heroic fantasy à l'ancienne. C'est trop beau, hein. C'est vraiment trop beau là. Je revois en fait le tout premier kit de Guerrier du Chaos. C'était le tout premier régiment plastique modulaire à l'époque, mais que de chemin parcouru depuis, hein. Donc Old World, maintenant il y a 2 armées magnifiques dans ce jeu. Ce sont ces deux-là. Et donc la boîte de départ, quelle boîte, hein. Quelle boîte, ce sont véritablement deux petites armées, à mon avis, prêtes à jouer. Et naturellement, il y a quelques petites sorties annexes, comme un tout nouveau dragon du chaos, le dragon bicéphale, hein, que j'ai bien connu en métal à l'époque, qui revient ici sous une forme assez éblouissante, avec un choix de 2 QG différents. Et celui qui ne monte pas le dragon sera à pied, ça c'est très intelligent de leur part. Donc un seigneur du chaos et un sorcier du chaos. Tout est magnifique. Tout est magnifique. À l'image de KT, là, idem, ce n'est pas une mince affaire à peindre. D'ailleurs, je pense que ils ont dû essuyer un petit peu des critiques, peut-être sur le schéma de couleur choisi. Full Metal, c'est très monotone. Très, très étrange en fait ce choix qu'ils ont fait. Moi clairement voilà, des guerriers du chaos comme ça, je ne les vois pas autrement que dans un schéma Black Légion. Il faut absolument que ce soit noir ces petits mecs. Enfin bref, une couleur sombre, un rouge sombre, un bleu nuit, voire un violet ou un vert très sombre. Mais là, Full Metal, c'est un peu ennuyeux. Et, en tout cas, le travail de peinture, il est monstrueux. Mais le schéma de couleur, il est un peu, c'est un peu tristoun tout ça. Bon, en tout cas, je ne me lasse pas de les regarder, ces guerriers du chaos, ça fourmille de détails, c'est incroyable. Ils sont d'une violence terrible, avec des poses pourtant très classiques, donc vraiment, il en dégage quelque chose de fort. C'est magnifique, tout simplement, c'est magnifique. Bon, après, est-ce que les joueurs de Old World étaient si pressés que ça de recevoir un nouveau bouquin ? Donc là, moi, j'y connais rien, donc je ne sais pas si ce bouquin est tout simplement une nouvelle version ou tout simplement une édition un peu révisée. Mais en fait, qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre, ce bouquin, vous allez devoir le racheter. Déjà, j'ai envie de dire, est-ce que Old World a déjà 3 ans ? Je ne suis même pas sûr, mais ça fait quand même beaucoup de pognon encore à dépenser. Ces sorties s'accompagnent en fait de nouvelles boîtes, un peu de régiment, l'équivalent des combats de patrol. Ici aussi, Guerrier du Chaos et Grand KT. Donc là, autant vous dire que si vous additionnez les contenus des 2 boîtes, on commence à avoir une armée qui rigole pas du tout. Bref, tout ça, c'est assez fabuleux. Old World, ça fait envie, hein. Ça fait vraiment envie. Mais bon, néanmoins, Old World, pour l'instant, compte 2 armées magnifiques. Pour moi, c'est pas assez et je vais attendre encore un peu. En tout cas, l'une ou l'autre, à vrai dire, j'aurais bien du mal à choisir en l'état parce qu'elles sont magnifiques toutes les deux. C'est ouf, hein. Old World, c'est vraiment inespéré en fait. Ces refontes massives d'armées, mais tellement iconiques. Mais vivement la suite, vivement la suite. Imaginez les gars là. Ah ouais, moi je sais ce qu'ils pourraient me faire. Ouais, je sais, hein, c'est les hauts elfes. Hein. Les hauts elfes complètement revisités. Pouh, oh là là, là mon petit cœur, il va ne faire qu'un tour. Bref, Old World, ça continue et ça continue franchement de très très belle manière. Hein. Également des petites surprises du côté de Blood Bowl avec une bonne fournée de big guys, c'est-à-dire les gros monsieur, hein, les gros monstres, les grosses figurines que vous pouvez jouer, qui pimentent pas mal les parties. D'ailleurs, il me faut que je me tape l'espèce de chauve-souris géante, là, j'ai envie de la jouer ça. On y retrouve de l'ogre avec Morkentorg, hein, je ne vous fais pas l'affront de vous présenter le personnage, qui va pouvoir être décliné suivant plusieurs modèles, hein, ça a l'air d'être un très joli set qui vous permettra de faire un ogre bien bien stylé, hein, et qui peut appartenir en fait à plein de factions différentes. Vous pouvez lui donner un look un peu plus chaotique ou un look un peu plus sigmarite, donc c'est très cool. On continue avec le Minotaur, là aussi un multi-kit, hein, qui est tout beau.
y a pas vraiment de surprise, mais de voir un gros Minotaur en short, là, c'est toujours aussi cool. Donc là, idem, un personnage que vous pouvez inclure avec pas mal de factions du jeu. Et pour finir, un rat ogre que je trouve un petit peu en dessous en termes de figurines. Là, idem, la peinture, en fait, elle aide pas vraiment à apprécier la chose à sa juste valeur, je pense. Le sculpte a l'air quand même très beau, mais idem, un schéma de couleur encore un peu triste. Donc pas très cool pour ma part ce rat ogre, mais j'attends de l'avoir dans les mains pour émettre un jugement définitif. C'est là encore un kit multipart qui vous offrira plusieurs options. Donc une bonne petite fournée de big guys, ça c'est très cool. Et le tout s'accompagne avec une petite réédition qui concerne Blood Bowl 7, c'est-à-dire jouer à Blood Bowl avec une moitié d'équipe. Donc ça, c'est quelque chose que j'attendais, parce qu'honnêtement, il y a certains kits, je pense avoir la flemme de les peindre en entier. Comme celui que j'ai acheté il y a pas longtemps, là, les espèces d'horreurs nécromantiques. Le truc, c'est que des doublons. La peinture ne me semble pas très passionnante. Bah, pourquoi pas justement n'en peindre que la moitié pour faire des parties plus petites. Je pense que je vais pas mal explorer cette piste-là dans les mois à venir. On enchaîne maintenant avec l'Horus Hérésie qui s'est focalisé sur une seule et unique faction. Ce sont bien entendu les Custodes, une gamme qu'il fallait finir tout simplement. Et on finit de fort belle manière avec le fameux Dreadnought Télémon, le petit char d'attaque rapide Pallas et le retour des motos. Bon, c'est à l'image en fait du début de la gamme, hein. Tout est parfait, hein. Vraiment tout est parfait. Le Télémon, je trouve qu'il s'est un petit peu affiné. On a changé d'échelle quand même dans ces Custodes. Ils sont plus grands, plus fins. Le Télémon, je le trouve un peu chétif. Je l'ai vu à côté d'un Dreadnought Saturnine. Là, je trouve qu'il fait... Ouais, il fait peut-être un peu trop chétif. Je trouve qu'ils l'ont un peu trop aminci. Bon, néanmoins, on va pas pleurer, hein. C'est un kit qui m'a l'air tout simplement magnifique avec plein de choix d'armes différentes. Les motos, là, les gyrofalcons, là, elles sont trop belles. Elles sont trop belles. On retrouve ce look un peu antique, hein, custo. On est vraiment dans un truc Moyen-Âge technologique total. Le cockpit, là, il est monstrueux. Il est trop beau. Là, à peindre, bon courage. Bref, des motos trop belles et qui tranchent un peu avec le design de celle de 40K, et c'est absolument tant mieux. Et le tout, et le Palace, bon, sans surprise, mais efficace également. Donc le tout vous est offert via une nouvelle boîte. Une boîte qui regroupe en fait 4 motos, le Télémon et le petit Palace. Ça, plus la boîte qui est sortie avant, voilà, vous avez une armée Custodes complète. Et quelle armée, hein, les gars, quelle armée. Là, les custos à Horus Heresy, ils sont véritablement magnifiques. Donc, encore une fois, quelque chose sans la moindre déception. Tout est parfait du côté custo Horus Heresy. Un petit détour maintenant du côté de Legio Imperialist avec une espèce d'upgrade assez massif concernant les titans. Ça, c'est le genre de petite news qui, moi, me met en joie parce qu'on retrouve ici des armes assez ésotériques comme le Quake Cannon, hein, ce fameux canon séisme. Bon, je vais pas en dire beaucoup plus, mais vous avez une pléthore de nouvelles armes pour équiper vos titans, que ce soit le Warlord, le Reaver et donc par extension les autres modèles de titans, parce que certaines de ces armes sont compatibles d'un modèle à l'autre. Bon, c'est cool, hein, c'est cool. Et à vrai dire, il n'est pas impossible que je m'en tape quelques-unes parce que je vous rappelle que j'ai des petits titans qui dorment dans des boîtes. Et c'est vrai que j'avais quelques doublons d'armes. Je jouerais bien le coup, en fait, de varier un petit peu les plaisirs. Donc, les choses vous seront présentées sous la forme de 3 kits. 3 kits distincts d'upgrade d'armes pour Titan. De quoi les rendre un peu plus swag. C'est une sortie absolument confidentielle, mais néanmoins, je m'en réjouis quand même. Très vite fait ensuite l'annonce d'une nouvelle série qui succédera à Aeronautica Imperialist. Ça s'appelle tout simplement les Crocs du Boucher. Enfin, les Clous du Boucher, excusez-moi. Bon, on a hâte, hein, Blood for the Blood God en animation. Perso, je m'en réjouis et je trouve de toute manière que la qualité des séries présentées par Warhammer TV ne fait que monter en flèche. Donc, moi, je suis absolument client de tout ça. Donc après l'énorme sortie Old World, on pourrait se dire ok, ça voudra dire que pour AOS il n'y a pas grand chose. Que nenni monseigneur, parce que on trouve en fait ni plus ni moins qu'une armée entière complètement refaite. Il s'agit des ogres, les fameux ogres, hein, les ogres Maw Tribes. Voilà.
Voilà, voilà, voilà. Alors là, des ogres, mon pote, t'en veux, t'en as, hein. Il se dégage de ces figurines une violence. On a des corps, mais gros, hyper bodybuildés, qui sont armaturés en fait dans de vulgaires morceaux de métaux. Waouh! Les armes, les gars, la taille des armes, la taille des épées, l'épaisseur des fourrures, l'immensité des cornes qui sont juchées, les différents trophées de guerre, ces armures qu'on dirait un peu rocheuses. Quelle nouvelle gamme, encore une fois, le design des casques, il est parfait. Encore une fois, AOS, c'est une tuerie totale, quoi. Les kits, ils vous sont proposés dans des versions qui, à chaque fois, peuvent se décliner sous la forme de 2 escouades différentes. Autrement dit, bah là, avec ces sorties, il y a de quoi meubler une armée entière. C'est beau comme tout, hein, ces nouveaux ogres, tout est génial, quoi. La cavalerie, les gars, mais vous avez vu ces trucs-là? Je sais même pas ce que c'est. Je sais même pas ce que c'est, mais c'est magnifique. Putain, c'est trop beau, quoi. C'est vraiment trop beau. Les nouveaux ogres, là, en plus, il y a une petite touche un peu asiatique dans l'apparat. Voilà, on rappelle un peu les tribus mongoles. Mais c'est trop bien. C'est trop bien, quoi. Si j'ai un petit point de retrait, en fait, c'est ce qui va concerner le High Slaughter Masters, hein, qui est vraiment le chef ultime des bandes d'ogres, qui est juché sur un chaudron, mais monstrueux. Bah, la figurine est un peu plate en fait. Ça aurait pu être présenté sous la forme de quelque chose d'un peu plus diorama dans l'esprit. Ici, on a juste des figurines posées sur un socle gigantesque. Là, en termes de taille de socle, on est sur du gabarit dragon. Donc, c'est vraiment un socle immense. Et les figurines sont juste posées dessus. Ça fait un peu plat tout ça. Donc franchement, il y a moyen de corriger la chose avec un peu de... Si vous rajoutez quand même pas mal de rocheuses, par exemple, ça peut être très très sympa. Bon, la figurine déboîte, hein, elle déboîte vraiment. Mais je trouve qu'en matière de présentation, c'est un petit peu tristoun. Bon, moi, mes chouchous, c'est tout ce qui va tourner autour des bouchers. Là, vous avez des ogres, mais putain, ils sont d'une violence, les mecs. Ils manipulent des hachoirs, mais qui font la taille de ton frigo. Ils ont des chaudrons, et oh là là, c'est de la soupe de cadavres à l'intérieur. Il y a des morceaux de peau rafistolés, les tabliers sont maculés de sang. Il y a des mains qui tombent mollement des chaudrons. Pouah, qu'est-ce que c'est cool, hein. Qu'est-ce que c'est cool. Et ça, à peindre les mecs, alors là, c'est que du kiff, hein. C'est moitié armure, moitié organique. C'est trop beau. Il y a plein de trucs à faire dessus, là, en termes de peinture. Il y a moyen de grave se lâcher. Bon, bref, bah, encore une sortie AOS qui met tout le monde d'accord, hein. Ce jeu n'en finit plus d'aligner des armées magnifiques. Les nains du chaos, c'était exceptionnel. Bah, là, les ogres, ça ne l'est pas moins. J'ai juste envie de peindre ces trucs, hein. Vraiment, c'est un sans faute. C'est un sans faute. Tout est incroyable. La direction artistique de ces figurines est incroyable. Et ces kits vont vous offrir, en fait... vraiment beaucoup d'options, hein. Vraiment beaucoup d'options. C'est vraiment cool. On est, à mon avis, sur du kit très généreux. C'est vraiment trop cool. Et encore une fois, naturellement, on a une grosse boîte qui vous rassemble tout ce petit monde. Franchement, une boîte qui m'a l'air bien généreuse, hein. On a 2 escouades de base, un grand chef, 2 unités de cavalerie et 3 bouchers. Ouais, c'est une boîte vraiment très sérieuse. En plus, AOS, je vous rappelle que les prix sont quand même plus intéressants que du côté 40K. Ça commence à se voir vraiment très fort. Bref, c'est quand même très très cool tout ça. On continue ensuite avec Necromunda, qui offre tout simplement un nouveau set de base. Donc là, on est sur le Necromunda Skirmish, donc le petit format de Necromunda. Bah voilà, vous avez dans la boîte 2 petites bandes, un petit tapis et des décors. On est sur un set très basique, mais qui s'accompagne en fait avec une refonte des gangs Escher par exemple. Voilà, qui sont assez... c'est pas très critiquable tout ça, hein. Tout est de super bon goût. On est toujours sur de la très 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 belle figurine, hein, comme d'hab avec Necromunda. Et le constat est le même du côté des barbares d'en face. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. C'est pas timide pour dessous. On est vraiment sur de la figurine bien touffue, hein, très ornementée. Là, niveau peinture, ça rigole pas.
Ça rigole pas, Necromunda, globalement, c'est un jeu qui est difficile à peindre parce qu'il rassemble beaucoup de matériaux différents sur une seule et même figurine. Bah, ces nouveaux gangs voilà, ne font pas exception. C'est du travail de peinture très, très, très sérieux. Et pour accompagner cette nouvelle sortie, avec des décors qui sont quand même tout à fait sympas, bah, ces décors, on va pouvoir les retrouver à l'unité via des nouvelles boîtes. En pareil, c'est encore des trucs qui peuvent très bien servir pour Zone Mortalis, pour Board in Action. On est vraiment sur de la machinerie dégueulasse, des petites plateformes, c'est tout à fait sympa. Et d'autre part, en fait, bah, ils nous font une petite offre commerciale très sympa. Ils ont appelé ça les Underhive Crew. En gros, c'est des équivalents de petites combats de patrol pour Necromunda. Donc généralement, ça consiste à rassembler 2 voire 3 sets dans une seule et même boîte. C'est tout à fait sympa, donc on y retrouve à peu près tous les gangs du jeu. C'est plutôt cool, hein. Mention spéciale aux 2 lacs que je trouve toujours aussi excellent. Bref, ça c'est typiquement potentiellement un bon plan pour celui qui voudrait se lancer dans le jeu. Les figurines sont toutes belles à pleurer, hein. Necromunda, on est habitué à ça et on ne veut pas que ça change. Et on va finir naturellement avec la grande surprise de ce Big Summer Preview. Honnêtement, le trailer commence, je me dis ok, c'est l'heure, c'est enfin les catachans. Perdus, ce sont les exodites. Et les exodites, pour moi, bah, c'est quelque chose de très spécial. Si je remonte en fait en des temps très anciens où quand j'avais 10-11 ans et que je découvrais le lore de Warhammer 40 000, les exodites, c'était le truc qui m'a sans doute le plus tapé dans l'œil, hein. Les mondes vierges, les peuples Eldar anciens qui ont domestiqué des planètes entières, qui vivent dans une espèce d'harmonie avec la faune et la flore. En gros, c'est les hippies, quoi. Mais ça, c'était... moi, j'avais eu un coup de cœur intégral pour ça. Et bah, une fois déçu d'apprendre que les figurines n'existaient pas, je m'étais rabattu justement sur les hommes lézards. Moi, à l'époque, il me fallait du dinosaure, hein, très clairement. Et bien, 30 ans plus tard, ça y est, les premières exodites. Bah, c'est fou, hein. Là, je l'ai vraiment, vraiment pas vu venir. Donc ça se décompose, donc il y a une seule et unique unité pour l'instant, un seul et unique kit, mais bon, on y est pas mal habitué. Kill Team, c'est un peu la preview en fait des armées Warhammer 40 000 à venir. On l'a vu avec la Death Corps of Krieg par exemple, on l'a vu avec les Corsaires Eldar. Bah là, à mon avis, ça ne fera pas exception et on aura sans doute une gamme entière exodite. À chaque fois, c'est pas des gammes hyper étendues comme les Corsaires Eldar par exemple. On est sur des gammes en fait assez idéal pour pouvoir être rassemblé dans des petites forces comme à 1000 points par exemple. Bah là, croyez-moi que je vais pas me priver, hein, parce que ce premier jet, je le trouve absolument fabuleux. Je sais que ça a été pas mal débattu sur le Discord de Ruralameur. En fait, ces nouvelles figurines exodites, elles n'ont pas mis tout le monde d'accord. Beaucoup étaient assez critiques des montures, d'autres reprochaient un peu aux Eldar d'avoir adopté un look un peu New Age façon luminette dans Age of Sigmar. Bah moi, les mecs, tout me plaît, hein. Tout me plaît, j'aime beaucoup les montures qui sont des... En fait, j'arrive pas à dire si c'est des dinos du futur ou des créatures un peu plus typées héroïque fantasy, mais moi, le rendu global, je le trouve cool. J'aime beaucoup cette peau écailleuse, mais avec des écailles triangles, hein. C'est assez différent de ce qu'on trouve dans une gamme Séraphon, par exemple. Mais moi, j'aime tout là-dedans. Il y a beaucoup de tissus sur les figurines. C'est beau, en fait, c'est tout simplement beau, hein. Moi, j'y retrouve, en fait, ces Eldar pour qui la nature est d'une importance capitale, quoi. Je trouve ça absolument super beau. Et donc, pour parler du kit en lui-même, donc le kit Kill Team, il est quelque part composé de 3 personnages distincts, comme l'épée du clan, le chanteur de pierre, voilà. On est sur des profils assez atypiques, dont de persos simples et uniques. Faut garder à l'esprit que ces 3 persos dans la nouvelle boîte, ils vont être confrontés à une horde entière d'orques Bisnaga, donc à mon avis, on doit être sur quelque chose de très très élite. Et donc, bah, outre cette Kill Team, il vous sera proposé de les monter également en tant que Chevalier Dragon. Chevalier Dragon qui, cette fois, sera l'unité dédiée à Warhammer 40 000. Bon, j'espère néanmoins que l'unité Kill Team sera jouable elle aussi à Warhammer 40 000, comme c'est le cas avec la plupart des Kill Team en vérité. Mais bon, voilà, hein, c'est trop beau, hein. Donc là, on a un peu l'équivalent des Shining Spear, mais cette fois sur des petits dragons. Et bah ouais, ok. Ouais, bah, moi, je dis oui à tout, hein, là-dedans. Je trouve tout... Ouais,
C'est ce que j'attendais. Je suis pas déçu. Je les imaginais pas vraiment autrement. Moi, ça me va tout à fait bien, hein. C'est les petits boucliers là, ils sont trop mignons. J'aime beaucoup le fait que l'armure soit très couverte par des pans de tissu. Il y a des capes. Enfin, c'est beau. C'est tout simplement beau. Ça va venir malheureusement en rajouter une solide couche à ce projet Eldar. Pas interminable, mais incommençable. Ça aura lieu, j'y crois à mort. Mais ouais, bah, les exodites, voilà, c'est quelque chose qui me faisait rêver il y a 30 ans. Évidemment, je signe tout de suite, mais les yeux fermés. Les exodites, là, on pouvait réellement parler d'une excellente surprise durant ce big reveal, là. Bah, un big reveal qui aura été véritablement massif, hein. Véritablement massif, ils sont quand même doués, hein, les salopards. Ils sont quand même doués, et en plus, la machine à hype, elle se rallume illico, parce que par exemple, les préco Old World, bah, c'est bientôt, c'est samedi en fait. Ça va déjà être précommandable juste après Armageddon, juste après en fait la campagne de fin de V10. Putain, les mecs, mais laissez-nous tranquilles un petit peu, laissez-nous peindre tranquillement. Là, on n'arrive pas à suivre, hein, c'est tout simplement terrible. Mais la chose se fait toujours bah, avec beaucoup de bonheur, hein, franchement. Là, moi, j'ai passé une très bonne soirée avec ce reveal. Ça m'a fait oublier un petit peu notre monde qui brûle. Bon, bah écoutez les gars, c'en est fini de cette petite gazette. J'étais très content de reparler derrière un micro, ça faisait longtemps. J'espère que ça vous aura informé, mais surtout amusé. Et bah pour pas mal d'entre vous, parce qu'on n'est pas loin d'une soixantaine hein, sur place, je vous donne rendez-vous ce week-end au Rural Summer Break. On va passer un super événement tous ensemble. Voilà, je vous fais des très gros bisous. Pensez à vous hydrater un maximum parce qu'à mon avis, on n'en a pas fini avec la chaleur pour cet été. Prenez soin de vous, jouez bien, peinez bien, bon jeu, bonne peinture, bonne lecture. Je vous dis à très vite sur Ruralhammer et